5,1. C'est le nombre de tonnes de plastique utilisées en France chaque année. Donc 2,2 millions de tonnes pour des emballages. 50% des déchets plastiques sont des emballages et 40% du plastique est à usage unique. Autant dire qu'il y a des progrès à faire. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ma première question, c'est les enseignes de la distribution ont-elles anticipé cette potentielle obligation de mise en place des dispositifs de consigne pour recyclage et comment elles perçoivent le sujet? Quel est le distributeur qui veut bien commencer par réagir? Allez, j'ouvre le bal. Allez-y. Bon. Alors, c'est justement dans une logique d'anticipation que Lidl a décidé de lancer sa propre expérimentation de RVM, ces fameuses Reverse Vending Machines, qui sont des machines de collecte. Donc aujourd'hui, Lidl a investi en propre dans une trentaine de machines de collecte que l'on a dédiées exclusivement à de la collecte d'un flux PET, ce fameux plastique transparent en l'occurrence. Cette expérimentation, ces machines, vous allez pouvoir les trouver principalement dans le secteur des Hauts-de-France, à proximité immédiate de notre repreneur matière. C'est vraiment dans la lignée des objectifs de la loi AGEC qui nous impose l'atteinte d'objectifs cibles sur les taux de collecte et des taux d'utilisation de matières recyclées dans la fabrication de nouvelles bouteilles, que l'on a décidé de s'inscrire dans une stratégie dite bottle to bottle. C'est-à-dire que tout le plastique qu'on va venir collecter via ces RVM, via ces machines de collecte, on va assurer le recyclage de cette matière et on va assurer l'utilisation de cette matière recyclée dite RPET dans la fabrication de nouvelles bouteilles de boissons. Donc on assure vraiment un circuit court pour partir d'une bouteille vierge aujourd'hui et en fabriquer, proposer donc la fabrication de bouteilles en matière recyclée. Peut-être juste pour redéfinir rapidement ce que c'est, comment fonctionne cette machine de collecte, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Aujourd'hui, en France, on n'a pas ce système de consigne à proprement dit. Une bouteille que vous achèteriez, que vous avez achetée jusqu'à présent 1 euro par exemple, elle vaut toujours 1 euro aujourd'hui dans nos supermarchés. Mais on a décidé de mettre en place un système de gratification pour venir saluer et remercier le geste client, ce geste donc de rapporter son contenant vide. Et donc cette gratification aujourd'hui elle est à hauteur de 1 centime généralement par contenant, donc par bouteille, et le client a ainsi le choix par la suite d'utiliser ce montant soit en bon d'achat dans son enseigne ou alors faire également un don à une association. Cette démarche, cette expérimentation, elle se veut vraiment dans une logique de test and learn. C'était les premiers pas pour nous, grande distribution, pour nous Lidl, les premiers pas sur ces machines, sur cette technologie de machine, et également essayer d'imaginer toute la logistique qui va en découler. Donc notre premier objectif, ça a été d'essayer d'identifier quelle typologie de machine allait être le plus compatible possible avec nos différents concepts de supermarché, et ensuite d'essayer d'identifier, de maîtriser et surtout d'optimiser toutes les étapes de manutention et de logistique qui en dépend. Donc on a testé différentes technologies de machines, notamment des machines dites de compactage, où là, votre machine va venir écraser votre bouteille, tout simplement, versus une technologie dite de paillettes, ou encore appelée flakes, où là, la machine va venir découper, à l'aide de gros couteaux, votre bouteille en petits copeaux de plastique. Ces deux technologies, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients chacune, mais elles vont surtout avoir des impacts non négligeables sur à la fois le modèle économique dans sa généralité et également sur tout le flux logistique. Ces machines, donc je vous ai dit, vous avez des différences à la fois sur les prix d'acquisition, donc le modèle économique, donc prix d'acquisition, coût de maintenance, mais également sur des capacités de machines. Une machine de grande capacité va forcément impliquer un nombre de manutentions moindre pour nos équipes en supermarché. Vos équipes vont être amenées à vider plus ou moins souvent la machine, et donc ça aussi c'est à prendre en compte.
ça prend du temps. Aujourd'hui, on estime chez Lidl, au rythme actuel, un temps passé à 30 minutes par jour, mais c'est avec un volume d'aujourd'hui sur un système de gratification, donc ce qui est à voir en fois 3, 4, je ne sais pas, mais en tout cas de manière beaucoup plus importante en cas de retour à la consigne. Il y a également des différences au niveau flux matière, transport de la matière. Aujourd'hui, Lidl a pris parti et a la chance de pouvoir s'appuyer sur un système de reverse logistique qui est testé et approuvé depuis 2017 déjà et qui vise à optimiser tous nos flux de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un camion qui livre un de nos supermarchés, il ne repart pas à vide. Il repart déjà avec l'intégralité des déchets qui sont générés et pré-triés sur la surface de vente. Donc, dans le cadre de notre expérimentation de collecte, on n'a ni plus ni moins fait qu'ajouter un flux supplémentaire à notre reverse logistique. Et donc, toute notre matière collectée en supermarché, qu'elle soit paillettes ou compactée, remonte au niveau de notre plateforme logistique. Les paillettes sont mises d'un côté en attente de reprise par notre repreneur matière, et alors que la matière compactée va nécessiter des étapes supplémentaires, notamment de compactage supplémentaire. Donc on a investi dans une presse à balles que l'on a dédiée au compactage de ce flux. Et une fois mis en balle, pareil, il y a un système de reverse logistique qui se fait avec notre partenaire matière, qui aujourd'hui est un partenaire avec qui nous travaillons déjà depuis des années sur d'autres sujets, à savoir, il nous livre aujourd'hui quotidiennement nos plateformes logistiques. Donc pareil, il ne repart pas à vide, mais il repart avec ce plastique compacté et ou mis en paillettes. Et c'est ce qui nous assure donc cette fameuse boucle bottle to bottle. Et aujourd'hui, donc depuis 2021, avec les premiers déploiements de machines, sachant que notre parc, la majorité du parc a 1 an aujourd'hui, on comptabilise pas moins de 170 tonnes de plastique collectées et recyclées au bénéfice donc de la production de nouvelles bouteilles en matière recyclée. Alors Béatrice Javary, pour Auchan, la notion de consigne, où en êtes-vous ? Alors la notion de consigne, en fait, elle n'est pas encore en place, évidemment, chez Auchan. On a le même système de gratification à travers un partenariat qu'on a noué en 2014 avec un industriel, Cristalline. Et on a installé aujourd'hui 109 machines qui nous permettent de collecter environ 35 millions de bouteilles par an. Ça, c'est le chiffre de l'année 2022. Des bouteilles qui sont broyées, qui sont reconnues optiquement, uniquement du PET clair, qui sont broyées dans ces machines et qui alimentent le circuit court d'économie circulaire de fabrication des bouteilles à notre marque, puisque Cristalline dispose du marché de l'eau à marque Auchan. Et donc, on est vraiment dans une logique d'économie circulaire en boucle fermée, en circuit court et à livre ouvert en termes de valeur, puisque c'est un partenariat dans lequel Cristalline a investi dans ces machines et nous-mêmes, nous investissons dans la récompense qui est apportée à nos clients à hauteur de 2 centimes d'euros par bouteille. Une récompense qu'il a aussi le choix de donner à une association. Et donc, 400 000 bouteilles ont permis de reverser 8 000 euros à SOS Village d'Enfants l'année dernière, ce qui est un petit nombre au regard des 35 millions de bouteilles collectées. Et ce qui est important pour nous, c'est aussi cette notion de reverse logistique, puisque quand Cristalline nous livre l'eau dans nos magasins, Cristalline repart avec les big bags qui vont alimenter en circuit court les usines de recyclage de Cristalline, dont l'une est basée au nord de la France et l'autre à Saint-Thior, puisqu'on a aussi vraiment porté une attention très forte à l'empreinte carbone de cette boucle d'économie circulaire qu'on a mise en place pour des raisons évidemment de recyclage du plastique, mais avec le souci d'une empreinte carbone qui soit la plus maîtrisée possible. Voilà où on en est aujourd'hui chez Auchan, après un certain nombre d'années d'expérience qui font que nos magasins ont largement l'habitude d'accueillir des clients qui rapportent des bouteilles. Et c'est devenu quelque chose qui est un marqueur fort de l'enseigne, particulièrement dans le nord de la France, mais ça se déploie partout. Et la dernière machine a été installée à Paris il y a quelques semaines.
Et justement, je ne sais pas si vous avez des chiffres, des métriques sur cette notion-là, pour toutes les deux. Finalement, c'est de la satisfaction pour les clients qui sont déjà là. Ça peut être, si vous ne le faites pas, malheureusement, une occasion de perdre des clients, ou est-ce que ça vous permet aussi de gagner des clients qui se disent « je vais là » parce qu'ils le font ? Alors, j'ai envie de vous raconter une anecdote parce que quand je suis arrivée, j'avoue que j'avais un peu de mal à croire que nos clients conservaient des bouteilles vides en quantité chez eux pour les rapporter dans nos magasins. Et puis, je suis allée voir et j'ai attendu devant la machine et j'ai questionné les clients qui apportaient leurs bouteilles. Et puis, j'ai vu arriver une dame avec un monospace rempli de bouteilles jusqu'au plafond. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'étrange. Je lui ai posé la question et c'était une institutrice qui m'a dit que la caisse des écoles, la coopérative de la classe était alimentée grâce à ces bouteilles que les enfants rapportaient en classe. Donc c'est vrai que ça devient un marqueur aussi. Je pense que dans un territoire, dans l'environnement d'un magasin, cela se sait et ça apporte un vrai plus à nos magasins de proposer ce service-là. Rapidement, oui. Oui, un vrai plus, effectivement, à condition que la machine soit bien fonctionnelle, toujours bien entretenue par nos salariés. Ça, c'est un point important parce qu'un client qui va arriver une première fois devant une machine non opérationnelle va se dire « bon, faut t'as pas de chance, j'en reviendrai demain ». Le lendemain ou la fois d'après, s'il revient et qu'il rencontre à nouveau ce même frein, là, l'insatisfaction est grande et le client arrêtera de jouer le jeu, ou en tout cas arrêtera de jouer le jeu sur ce point de collecte. Donc, au risque peut-être de changer de point de collecte et de changer après ses habitudes. C'est vrai. Alors, c'est vrai que 80 de nos machines ont 2 bouches, ce qui permet quand même d'assurer qu'il y en ait souvent une qui fonctionne. Et c'est très très important, la disponibilité de la machine. Alors Stéphane Arinaud, donc de Tomra, la consigne donc est effective dans de nombreux pays dans le monde. Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez repérées ? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous raconter ? Oui, alors Tomra est présent dans la quarantaine de pays qui ont déjà installé un système de consigne. Les plus anciens datent de la fin des années 70, début des années 80. Et le premier en Europe, c'est en Suède en 84. Nous avons basé sur à peu près les 100 000 machines que nous avons installées. On s'est aperçu que dans les États où avait été mis en place ce système-là, tout reposait sur un équilibre entre le contexte législatif, le périmètre, la logistique et la gouvernance. Alors, législatif, pourquoi ? Parce que dans les pays où on obtient de très très bons résultats de taux de collecte, plus de 90 voire 98 comme l'Allemagne, c'est parce qu'il y a déjà une réglementation qui permet de booster ces chiffres-là avec deux grands objectifs. Un pourcentage de collecte pour recyclage, en général au-delà de 90 dans la loi, et puis une obligation de réincorporation de la matière recyclée, qui permet en plus de gérer une problématique de coût d'achat de la matière. Un périmètre aussi qui doit être clair et simple. Donc on voit bien que les pays où on fonctionne le mieux sont des pays où on a dès le départ une large gamme d'emballages qui sont pris en compte. Alors, à minima le plastique, la canette, mais on commence à voir des pays qui s'intéressent aussi aux briques. Ça sera notamment le cas en Turquie qui va se lancer en 2024 sur la consigne sur ces emballages-là. Et puis évidemment le verre. Or, certains pays le font pour recyclage et réemploi, d'autres ne le font que pour réemploi. Troisième élément, la logistique et le mode de fonctionnement. Donc, en général, il faut que ce soit simple pour le consommateur. Donc, on a souvent des systèmes qui font ce qu'on appelle un retour au commerçant. Donc, je ramène là où j'ai acheté, via des automates ou en déconsignation dite manuelle, avec un système qui est géré par un seul opérateur pour le pays. Ça s'appelle l'opérateur système, qui est une société de droit privé, propriété des metteurs en marché, donc industriels et distributeurs, et à but non lucratif. Et cette structure-là se rémunère en fonction de 3 sources: les consignes non réclamées, la revente des matériaux, et puis une éco-contribution pour équilibrer le système. Et bien évidemment, tout cela fonctionne d'autant mieux qu'il y a un contrôle de l'État qui permet de vérifier que le système est bien en place. Actuellement, vous avez sur l'Europe 13 pays qui ont déjà la consigne, 7
s'apprêtent à y passer. Et dès cette année, là, par exemple, la Grèce va démarrer la consigne. On attend aussi un démarrage en Roumanie et à Chypre. Et puis vous avez 5 autres pays, dont la France, qui réfléchissent dans un avenir assez court, donc d'ici 2025, à mettre en place ce système. Alors Alexis, on a souvent envie de dire que la France est un pays à part. Le français est très spécifique, râleur, spécifique, de temps en temps en avance, de temps en temps en retard. Y a-t-il d'autres pays qui sont dans notre situation ? Alors, bonjour à tous. Alexis de Reloop, ONG qui analyse la performance des systèmes de consigne à travers le monde. Alors, des pays qui sont dans la même situation, je dirais oui. Certains ont déjà pris le pas il y a plusieurs années. Je pense notamment au Québec, on en a parlé un petit peu ce matin, donc je vais le remettre de l'avant. Québec où la collecte sélective est en place depuis une vingtaine d'années, avec un système de consigne pour recyclage, avec une consigne aussi pour réemploi. Donc il y a vraiment un geste consommateur bien ancré, une habitude déjà qui est là d'acheter des produits avec une valeur de consigne qui est attribuée à ces emballages. D'ailleurs, ces valeurs de consigne ne sont pas sur le prix qui est en rayon, mais vraiment sur le ticket de caisse. Donc il y a toute cette habitude consommateur après à ramener ses contenants, les stocker à la maison, revenir, etc. Donc ce geste de retour, il est déjà intégré dans beaucoup de pays. Et pour le coup, en France, je pense que certains d'entre vous ont connu la bouteille étoilée ou les anciennes consignes il y a fin des années 80-90. Donc il y a quand même encore des restants d'habitudes consommateurs. Et d'ailleurs, quand on pose la question, que ce soit dans tous les pays, sur ces habitudes consommateurs, on se rend compte que finalement ce geste-là est un geste qui est totalement dans le parcours consommateur. Et nous, on essaie justement, pour Reloop en France, de voir est-ce qu'il y a des leviers, est-ce qu'il y a des freins au parcours des Français à adopter ce nouveau geste de retour, ce nouveau geste conso. Et on a lancé un sondage Ipsos dont on aura les résultats dans peut-être un mois et demi maximum, mais je peux déjà vous sortir quelques premiers retours que l'on a. C'est-à-dire on a pour l'instant une très bonne adhésion, donc on a une bonne compréhension au niveau des Français de ce geste. Qu'est-ce que la consigne ? Et cette différenciation, Aurélie parlait de la gratification. La consigne, effectivement, c'est un geste différent, puisque la valeur payée et de la caution, elle va être 100% remboursée. Donc, pas d'appréhension particulière, je dirais, par rapport à la France. Et de toute façon, comme le disait Stéphane, avec tous ces nouveaux pays aujourd'hui qui rentrent dans ces modèles de consigne, on passera donc à quasiment la totalité de l'Europe dans les 5 à 6 prochaines années. Plus de 700 millions de consommateurs sous ces systèmes-là dans les 5 prochaines années. On voit bien que l'habitude se met bien en place partout, donc pas d'appréhension particulière pour la France. Béatrice Javary, donc, est-ce que vous avez l'impression que les consommateurs, nos consommateurs citoyens, sont-ils prêts pour la bascule et vraiment le faire de plus en plus ? Alors, moi, je suis convaincue que le consommateur, il est aujourd'hui sensible à la récompense. Et on voit bien que dans une période d'inflation où la question du pouvoir d'achat, elle est posée, ce sujet de la récompense, il crée de l'appétence à rapporter ses bouteilles. Lorsque le prix de vente intégrera la consigne et sera restitué, ça aura forcément un impact aussi sur la manière de faire ses courses. Et je ne crois pas forcément dans nos magasins où finalement l'habitude, les clients ont l'habitude de venir et de revenir. Mais par contre, tout ce qui est consommation un peu itinérante, hors foyer, ce sera peut-être un impact important de voir le prix de la bouteille augmenter du prix de la consigne. Donc voilà, je pense que de toute façon, on sait qu'on va y aller, puisque les taux de recyclage aujourd'hui ne laissent pas espérer qu'on puisse atteindre avec le bac jaune et nos systèmes de récompense le niveau de recyclage attendu. Mais on risque d'observer des comportements qui nous étonneront sans doute. Mais finalement, le consommateur, c'est d'abord un chasseur de promotion ou un chasseur de pollution ?
C'est quoi son premier réflexe? Pourquoi va-t-il rapporter la bouteille? En tout cas, quand il chasse la pollution, il aime être récompensé. Oui. Bon. et donc, en ça, la consigne ne sera pas une récompense, sera quand même un coup porté au moment de faire ses courses. Et donc, ça aura forcément un impact psychologique. Okay. Aurélie, même chose, vous constatez de l'appétence des consommateurs? Alors oui, il y a de l'appétence. C'est vrai que quand on discute avec nos consommateurs, nos clients, beaucoup viennent pour la gratification. En proportion, on a 2% à peu près de part de dons, le reste étant récupéré en bon d'achat par le client. Après, dans beaucoup de discours, l'impact environnemental revient et assez spontanément. Donc il y a une vraie prise de conscience qui s'est accentuée ces dernières années. Donc je pense qu'on est dans un créneau peut-être un peu plus judicieux qu'en 2019 quand le sujet a été porté une première fois et a fait flop, hein, on peut le dire. Donc de meilleurs espoirs pour ce second round de discussion. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce consommateur, il va falloir qu'on l'accompagne parce que c'est lui qui est au centre de toute cette histoire. Donc on aura beau tout faire en amont, en aval, si on n'a pas cette adhésion consommateur, on aura fait tout ça pour rien. Et donc il va falloir vraiment miser sur l'accompagnement, lui faire comprendre tous les enjeux économiques, environnementaux et surtout miser sur notre communication pour bien lui faire comprendre que le prix de la bouteille restera celui qu'il est aujourd'hui. Il y a juste cette petite ligne additionnelle, effectivement, qui a son importance. Hein, je ne minimise pas les choses, mais voilà, bien distinguer les choses. C'est pas la bouteille qu'on surtape. Alexis et après Stéphane. Alors peut-être effectivement un point d'analyse par rapport à ça. Nous, on suit évidemment pour tous les pays les mises en vente d'unités finalement sur le marché en fonction des différents flux de matière. Et ce que l'on voit en fait, c'est dans les avant-après consignes, on ne voit pas de diminution de la consommation. Donc d'unités vendues. Donc on est toujours sur les mêmes trajectoires. Typiquement, la trajectoire de la France, c'est à peu près 25 milliards d'unités vendues en 2022 dans le volet boissons, sur 100 milliards d'emballages, et à peu près 37 milliards en 2040. Donc cette courbe-là, en fait, a priori, cette trajectoire-là, elle va continuer d'avancer. On ne voit pas un frein, je dirais, à la consommation de produits consignés. D'ailleurs, et puis ça c'est à peu près pareil pour tous les pays. Et deuxième élément, la question évidemment du pouvoir d'achat que vous mettiez de l'avant, qui est importante. Alors, je ne dévoilerai pas aujourd'hui les résultats de notre sondage Ipsos, parce qu'on est encore en train d'analyser les résultats. Enfin, si vous voulez donner une exclusivité à LSA dans quelques temps, je suis preneur. Hein. Je vais vous dévoiler un résultat qui est important, parce qu'on a posé la question directement à notre panel, justement sur le pouvoir d'achat. Et on a posé la question 2 fois. La première fois, spontanément, est-ce que vous pensez que la consigne va avoir un impact justement sur votre panier d'achat? Justement aussi pour essayer de voir s'il y avait une confusion entre gratification et consigne. Et spontanément, on a eu à peu près 9 Français sur 10, un petit peu plus, en 92% des gens qui ont répondu impact positif ou neutre sur le panier d'achat. On a reposé la question après. Si c'est une valeur de consigne et qu'il y a un montant de 15 à 20 centimes sur l'emballage qui vous est restitué, d'ailleurs on parle de plus de caution, et en fait on s'est rendu compte que le consommateur comprenait mieux le mot caution. Est-ce que cela va avoir un impact sur votre panier d'achat? Est-ce que vous allez changer de produit, de catégorie de produit, de matière? Donc voilà, donc c'est ces réflexions-là. Et on a eu une validation de ce résultat à aussi à peu près 90% de répondants disant neutre sur le panier d'achat, avec une petite différence CSP- à 85% peut-être versus les 90%. Donc on voit quand même qu'il y a une compréhension, et ça c'est un point qui a été étonnant pour nous aussi quand même, une compréhension de ce qu'est la consigne versus la gratification, et de manière générale, pas d'enjeu au niveau panier d'achat. Voilà. Stéphane ? Oui, pour compléter ce que disait Alexis, on a regardé aussi un petit peu dans les pays qui se sont lancés récemment dans la consigne, et notamment ce qui s'est passé en Slovaquie. La Slovaquie a démarré son système au 1er janvier 2022, donc avec une vague inflationniste bien plus forte que la France. Et au bout d'un an, ce qu'on a eu comme retour des industriels, c'est pas d'impact sur les ventes. Donc c'est plutôt positif. Et on le voit aussi en Pologne, où les discussions ont lieu sur la consigne. La question de l'inflation en tant que telle et de l'impact sur les ventes n'est pas un sujet qui ressort
des concertations qui ont lieu avec les différentes parties prenantes. Puis, deuxième point, pour aussi illustrer ce que disait Aurélie, la campagne du consommateur va être importante. Il va falloir bien lui communiquer comment ça fonctionne. Alors notamment, le prix de la consigne n'est jamais ajouté au prix de vente. C'est-à-dire que le prix de vente facial reste le même, et à côté, sur la bande de rive, on ajoute 20 centimes de consigne ou 15 centimes de consigne, et ça fait l'objet d'une ligne dédiée sur le ticket de caisse, et c'est remboursé évidemment intégralement lorsque la personne ramène ses emballages. Aurélie, Béatrice, pardon, je vais être impoli avec vous. Je vais vous souhaiter des problèmes. La consigne, je crois qu'on est tous pour, c'est une bonne chose. Pour l'instant, on est sur des petits volumes. Qu'est-ce qui va se passer en magasin quand on passera, et encore une fois, on le souhaite tous, à des plus gros volumes? Alors j'ai envie de dire, en hypermarché, on entend tellement qu'il y a trop de place, vous avez des mètres carrés, mais qu'est-ce qui va se passer demain pour gérer ces volumes qui vont prendre forcément de la place et pour une bonne cause? Alors j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour pouvoir vous répondre plus précisément et pour pouvoir mesurer vraiment ces flux qui vont arriver en point de vente. C'est sûr que on va avoir des flux importants à gérer. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est plutôt vendre. Là, on apprend déjà depuis quelques années à récupérer pas mal de déchets, mais ce flux supplémentaire ou ces flux supplémentaires vont peser aussi lourd dans le paysage. Nos magasins nos points de vente pourront limite être vus comme des hubs logistiques dans lesquels vont transiter tout un flux de matière et de déchets. On a un petit peu du mal à l'anticiper. Par contre, à l'anticiper, à le chiffrer. Par contre, on anticipe les choses et par exemple, une preuve de plus d'anticipation de la part du groupe Lidl, c'est que depuis cet été, nous avons pris parti pour toutes les constructions de nouveaux supermarchés de construire un local, de prendre en compte dans nos plans un local de 60-70 mètres carrés que l'on dédiera si demain la consigne est bien de retour et que l'on pourra donc dédier à l'implantation d'une machine de collecte. Donc, on essaye de prendre toutes les mesures possibles, le plus en amont possible, pour que ce soit le plus fluide et que lorsqu'on appuie sur le bouton, on puisse faire action-réaction, parce que là, voilà, le sujet. Ce que vous avez fait avec les trieuses carton, enfin les compacteuses carton dans tous les magasins, dans toutes les réserves Lidl. Par exemple, oui, déjà depuis de nombreuses années. Et ça prend de la place et c'est de l'investissement. Et c'est une très bonne chose. Oui, merci. Pour Auchan. Après, moi, évidemment qu'on a les mêmes préoccupations de savoir comment est-ce qu'on va accueillir ces flux, mais je voudrais aussi qu'on puisse partager une préoccupation environnementale et qu'on soit attentif ensemble à la gestion de cette logistique qui va avoir un impact. Et on a tous des trajectoires carbone à suivre, des trajectoires de décarbonation à suivre, dans lesquelles le schéma logistique, la supply joue un rôle important. Dans notre scope 3, on doit mesurer tous les impacts, y compris ceux de la logistique de nos déchets et des déchets de nos clients. Il va falloir être très attentif et très exigeant pour que cette collecte ne soit pensée pour être la moins impactante possible en termes d'environnement. Et pour nous, en tout cas, c'est ce qui avait présidé à la mise en place de cette boucle fermée d'économie circulaire. Et on a d'ailleurs effectué le bilan carbone de cette boucle. Et on sera très attentif à ces aspects-là dans les travaux du collectif Boisson, si c'est le collectif Boisson qui reprend les discussions, ou en tout cas dans la manière dont la consigne sera mise en place en France. Alors ma dernière question, donc en parallèle des objectifs de collecte, la France et l'Europe ont également fixé des objectifs de réduction des emballages à usage unique pour arriver à leur suppression en 2040. Donc ma question, un dispositif de consigne de recyclage contribuera-t-il à l'atteinte de ces objectifs ? Lequel veut bien se lancer ? Stéphane, je vous ai vu le premier regarder votre micro. En fait, tout est lié. Donc il est vrai qu'en France, et on verra comment le futur règlement européen sur emballage l'impactera, mais la France a une trajectoire très claire à la fin des emballages à usage unique en plastique à horizon 2040 et une substitution progressive par du réemploi qui soit verre ou plastique.
Et là, voilà, exactement, on a l'exemple ici. Sachant que sur le réemploi du verre, on a déjà des initiatives qui sont lancées en France. Depuis très longtemps, l'Alsace travaille sur le réemploi du verre. Et puis on voit surgir aussi des initiatives un petit peu partout, des associations entre des petits producteurs et des distributeurs pour récupérer ces bouteilles. Ce qui est intéressant dans l'approche consigne, c'est qu'il va y avoir une complémentarité certaine entre les points de reprise pour le recyclage et les points de reprise pour le réemploi. Ce qui va par contre être plus compliqué à gérer, peut-être que Alexis complétera, c'est toute l'organisation pour le réemploi, parce c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que pour le recyclage. C'est beaucoup moins mature et on n'est pas encore capable de travailler sur le passage à l'échelle, à la fois d'un point de vue logistique, organisationnel et puis surtout financier. Et je pense que, eu égard aux discussions qui ont lieu avec une prise de décision attendue sur la consigne en juin, du côté gouvernemental, je pense, moi, de mon point de vue, qu'il serait intéressant d'avoir, alors on a parlé tout à l'heure pour le vrac, de avant-vrac, une démarche similaire sur la consigne pour réemploi, pour qu'on puisse embarquer tous les acteurs et puis construire tous ensemble une solution. Ça va prendre du temps de passer à l'échelle. Ce n'est pas demain qu'on va remplacer 12 milliards de bouteilles plastiques mises sur le marché par leur équivalent en verre. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc j'appellerais plutôt, moi, à cette création d'une entité de discussion, d'un espace de discussion. On l'a déjà fait sur la FREC il y a quelques années. On le sait le faire sur certains sujets, mais il faut qu'on prenne le temps de bien poser le sujet. On a encore du temps. 2040, c'est pas demain, mais il faut quand même se structurer. Mais en tout cas, ça sera clé pour passer à l'échelle. Alors, nous avons encore le temps pour, mettons, 2 questions. Avez-vous des questions dans la salle? Oui. Bonjour, Maël Lemoal, donc Leclerc Grandville. Moi, j'avais une question par rapport au plastique, pas plastique. Vers quelle est la trajectoire? Alors, je vais peut-être m'adresser au monsieur de chez Reloop. On entend beaucoup parler de développement de plastique. Alors, il y a des enjeux de réduction. On sait que l'Europe est en train de travailler là-dessus. Quelle est votre position? On voit qu'il y a une avalanche de textes législatifs où on nous dit de réduire le plastique, mais en même temps mettre de la consigne. L'un ne va pas sans l'autre. On nous dit de développer la consigne plastique. Bon, moi, je suis en train de le faire dans mon magasin, et notamment en partenariat avec vous, Tomra, donc c'est une bonne chose. Maintenant, quelle est la trajectoire? Allons vers... Est-ce qu'il faut privilégier le plastique ou alors privilégier le verre? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier au niveau plastique, c'est déjà de mieux le récupérer. Aujourd'hui, le taux de collecte des bouteilles est d'environ 60% sur 12 milliards de bouteilles. Donc il faut arriver à ces fameux 90% dans la directive plastique européenne. Et puis le règlement emballage, déchets d'emballage, qui est en discussion au niveau entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, qui devrait voir le jour horizon 2024. Donc, effectivement, récupérer plus de plastique, ça c'est un élément super important. C'est un élément important autant d'un point de vue économique, puisqu'il y a une grande perte de cette matière plastique à forte valeur aujourd'hui. Le RPET, le plastique recyclé, a une forte valeur sur le marché. Les industriels se sont engagés à l'intégrer de plus en plus donc, dans leurs emballages, donc c'est important d'aller le récupérer. Aussi de décarboner ces chaînes d'emballage, et c'est aussi vrai pour le verre, pour l'aluminium que pour le plastique. Donc il y a toute cette logique de récupérer la matière et la réintégrer dans les boucles industrielles, ce qu'on appelle en close loop, bouteille à bouteille. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, effectivement, vous avez raison, c'est la trajectoire globale entre la réduction, et c'est sûr que la hiérarchie des 3 RV, comme on les appelle, donc la réduction, le réemploi, le recyclage, la valorisation, doit être un élément, je dirais, une pièce maîtresse dans la réflexion de cette trajectoire. Donc la réduction, c'est quoi? Et l'Europe s'y attache, c'est la réduction notamment des pertes d'espace dans les emballages. La France a pris une décision politique plus particulière avec cette diminution de 50% des bouteilles en plastique mises sur le marché à partir de 2030. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent à l'échelle européenne. Effectivement, ça dresse quand même une trajectoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment, comme je le disais tout à l'heure, où on a quand même cette continuité d'unités vendues sur le marché, et cette constance finalement, il ne va pas y avoir une diminution de 6 milliards en moins de bouteilles vendues. C'est juste que ces 6 milliards de bouteilles de plastique, aujourd'hui, elles risquent d'être transférées vers d'autres matériaux, la canette, le Tetra Pak,
C'est pour ça que notamment, effectivement, ces effets d'entraînement pour le consommateur, ils sont importants, que ce soit simple. Et au niveau du réemploi. Et au niveau du réemploi, c'est important, c'est d'intégrer finalement dans cette consigne pour recyclage les éléments de réemploi pour avoir ce transfert d'ici 2030 vers plus de réemploi, bouteilles en verre, peut-être PET réemployable, donc il y a vraiment d'autres matériaux qui vont arriver sur le marché, et de complètement l'intégrer. Et l'intégration, elle se fait à 2 niveaux. Elle se fait au niveau du geste consommateur, le fameux geste de retour de la consigne pour recyclage ou pour réemploi, qui est un élément déterminant pour que ça fonctionne, égal taux de retour, égal capacité de rotation, égal modèle économique. Et en deuxième lieu, en plus du geste de retour, c'est effectivement l'atteinte des objectifs réglementaires. Donc voilà, donc je dirais un petit peu tout ça, mais il faut vraiment intégrer la trajectoire 2030-2040 aujourd'hui lorsqu'on parle de consigne pour recycler. Eh bien, merci de cette réponse. J'avoue que je suis obligé de respecter le timing. Merci en tous les cas à tous les 5. Merci beaucoup.